Qui a entendu parler de RGPD? Ah, d'accord. Pas mal quand même déjà. Et qui est bien conscient de ce que c'est? Peu de personnes. Hein. Je pense qu'il va falloir effectivement mettre un petit peu le nez là-dedans, parce que tout le monde est concerné. On est tous concernés. Soyons à voir pourquoi, que ce soit une entreprise, entrepreneur, association, pouvoir public, c'est quelque chose qui va quand même un petit peu nous perturber et ça va être assez chronophage pour se mettre dans les règles. Alors, je vais donc vous présenter RGPD, ce qui nous attend. Bon, rapidement, juste en 2 slides, expliquer quand même qui on est, Alris Consulting. Donc, on est présent suisse en France. Donc, Alris Consulting est un cabinet indépendant de consultants experts dans le conseil, en gestion d'infrastructures et de technologies digitales. Donc, voilà, on conseille les entreprises. Notre mission, elle est principalement d'accompagner les entreprises dans l'organisation de leur gestion de leur système d'information, les PME de jusqu'à 150 postes, c'est à peu près notre créneau de clientèle. Et notre rôle, c'est d'être des consultants ponctuels, sur demande, pour différents sujets qui rapportent à ce métier, et d'être aussi un responsable informatique à temps partiel pour les PME. Pour ceux qui n'ont pas de responsable IT, on peut jouer ce rôle à temps partiel, ça coûte moins cher que d'en engager. Ça, c'est en 2 mots ce qu'on fait. Maintenant, qu'est-ce qui va nous tomber dessus? Ça fait mal. Avec RGPD. On va voir ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un règlement. Un règlement qui s'appelle Règlement général sur la protection des données. GDPR en anglais, c'est un règlement qui a été, comme vous voyez, qui date du 27 avril et qui va rentrer en vigueur le 25 mai prochain. Évidemment, tout le monde a entendu parler depuis 2 ans, c'est clair, évident. Je me suis intéressé il y a quelques mois, plus précisément, quand j'ai vu quelle était l'ampleur de ça. C'est un règlement relatif à la protection des personnes de l'Union européenne à l'égard des traitements des données à caractère personnel. C'est la définition. On va regarder un petit peu ce que ça veut dire tout ça. Il s'applique, le règlement s'applique dès le moment où une organisation, quelle qu'elle soit, association, entreprise privée, européenne ou non, donc la Suisse est concernée clairement, traite des données personnelles d'un résident européen. Alors, à part si vous travaillez dans un quartier, vous ne traitez pas de données de personnes qui soient dans l'Europe, France voisine ou autre, vous n'avez aucune adresse email de personnes qui sont hors du territoire suisse, éventuellement un fleuriste peut-être, ou une boulangerie qui ne traite pas ce genre de données, n'aura pas à appliquer ce règlement. Dès le moment où vous faites du marketing en ligne, vous avez un site web, n'importe qui peut s'inscrire sur votre site web, et là vous avez forcément des données de quelqu'un qui est en dehors de la Suisse. Donc vous êtes concerné. Quand tu parles de données, c'est donc... On va regarder tout ça. Ah, ok, tu y viens. D'accord. Alors, une donnée personnelle, c'est quoi? Voilà. C'est toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable directement ou indirectement. Là, dès le moment où vous avez des éléments, que par recoupement, vous pouvez identifier une personne, c'est une donnée personnelle. Si je vous dis juste Eric, bon, Eric, il y a beaucoup, mais ça, c'est pas une donnée personnelle. Eric de la société Tartampion SARL, s'il y a un seul Eric dans cette société par hasard, c'est identifiable, donc oui, ça, ce rapprochement fait que ce sera identifiable. Bien sûr, une adresse email, c'est clair, nom, prénom, adresse, n'importe quoi. Mais je veux dire, forcément, à part ce qu'on a dans son téléphone à titre privé, mais dès le moment où c'est utilisé professionnel, c'est une donnée qui est donc personnelle d'une personne potentielle identifiable. Donc, ça concerne aussi bien les données papier que les données numériques. Même carte de visite, une donnée personnelle. Alors, savoir que la loi suisse, en fait, sur la protection des données, la LPD, est actuellement en cours de révision, de manière à s'aligner sur cette réglementation européenne, probablement d'ici la fin de l'année, parce qu'ils ont déjà écrit des textes en fin 2016, donc c'est une question de validation, ils vont s'aligner. Il n'y a pas de raison que le ressortissant suisse ne soit pas non plus protégé de ces données. Alors, l'objectif est de donner aux résidents de l'Union européenne plus de visibilité et de contrôle sur leurs données. À savoir, quelles sont les données collectées? Ils doivent savoir. Dans quel but? Comment, combien de temps et où elles seront stockées? Comment les données seront-elles protégées? Qui en aura accès? Et à qui elles seront transférées? Et comment les personnes pourront accéder, modifier ou supprimer leurs données? Ça s'appelle le droit à l'oubli aussi. Et ça, il faut absolument que les personnes puissent maîtriser ça. Donc l'internaute lambda doit pouvoir maîtriser ça.
Il faut leur donner les moyens pour ça. Alors maintenant, pour être en conformité, tout entrepreneur et toute entreprise ici présente, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il va falloir regarder un petit peu ces règlements et puis procéder par étapes pour se mettre en conformité. Premier élément, c'est désigner un responsable de l'entreprise. Si vous êtes auto-entrepreneur, ça va être vous. Mais si c'est une entreprise SARL ou plus grande, ben, il faudra désigner quelqu'un. Désigner quelqu'un qui va s'occuper de gérer le traitement des données. On verra exactement quel est son rôle. C'est le chef d'orchestre de la conformité, en quelque sorte. Et c'est même obligatoire dans certains cas, on va le voir. Il va falloir cartographier vos traitements. C'est-à-dire voir les catégories d'informations que vous avez, les flux, comment ça circule, ces données, qu'est-ce que vous en faites, les acteurs, c'est qui en aura accès dans l'entreprise, et dans le traitement, qu'est-ce que vous en faites de ces données. Il va falloir gérer les risques. C'est pour les sociétés un petit peu plus importantes peut-être, parce qu'il faut que ça soit déjà des données sensibles, mais pour quelque part, sachez qu'il y a des outils pour faire des études d'impact, en cas où les données seraient volées. Qu'est-ce qui se passerait? Donc il va falloir faire des analyses d'impact, et là il y a des outils pour ça, et ça sera peut-être destiné à des sociétés qui traitent des données un petit peu plus sensibles, on verra après. Il faut mener les actions de mise en conformité. Ça veut dire qu'il va falloir travailler sur vos mentions sur les sites web, mention de confidentialité, politique de confidentialité, obtenir le consentement des personnes qui puissent traiter leurs données, on le verra tout à l'heure. Vérifier le type de données que vous avez. Vous devez avoir le strict minimum des données dont vous aurez besoin pour travailler, mais pas avoir le pédigré complet de la personne si ce n'est pas utile. Donc il va falloir vraiment minimiser ça. Et vérifier aussi les sous-traitants s'ils sont en conformité. Alors si vous êtes sous-traitant dans votre client, vous vous mettez en régulation pour que vous puissiez travailler avec votre client, ce qui va vous le demander. Et peut-être que certains clients ne travailleront plus qu'avec les sociétés qui sont en conformité. On a des cas. On nous a sollicité récemment, justement, parce que c'est un client important qui a exigé que ce client soit en conformité pour pouvoir continuer à travailler avec. Et il va falloir documenter tout ça. Il va falloir vraiment écrire ça dans un document. Tout ce qu'on a vu précédemment, c'est de répertorier où sont vos données, c'est d'expliquer comment ça circule, comment vous avez mis en conformité. Il faudra tout expliquer sur un document de manière à pouvoir démontrer que le traitement de données personnelles est conforme au règlement. S'il y a un contrôle ou une plainte, parce que ça va venir comme ça. Ils ne vont pas venir vous contrôler votre société. Je pense qu'ils ont d'autres choses à faire. Ils ont des grosses boîtes qui vont certainement commencer à taper à partir du 26 mai. Par contre, s'il y a une plainte, votre concurrent ou quelqu'un de pas content qui dit « attendez, vous traitez mes données, là, vous ne m'avez pas demandé mon avis », là, ça peut faire mal. Ces sanctions ne vont plus être aussi légères que dans le temps, même si c'était déjà interdit avec d'autres réglementations. Donc en fait, nous avons un devoir, parce qu'on est tous concernés, un devoir et d'obligation de rendre compte, ce qu'ils appellent en anglais l'accountability. Ils ne sont pas trouvés de mots en français, donc c'est ça, c'est un devoir d'obligation de rendre compte, c'est prouver par une documentation écrite, en cas de plainte ou de contrôle, sa conformité au RGPD. Et qu'on assure une protection des données en continu. Ce n'est pas juste de le faire une fois, puis après on range dans le tiroir, c'est fini, c'est qu'il va falloir prouver qu'on fait ça régulièrement et qu'on vérifie régulièrement qu'on est toujours en conformité, qu'il n'y a pas eu de dérive ou pas eu de changement dans l'entreprise. Il va falloir aussi informer tous les employés d'entreprise de cette réglementation. Il y a aussi d'informations des employés. Il y a beaucoup de choses, hein. Je vais un peu vite, mais c'est énorme, donc je vous donne tous les éléments plus importants. Important, il est impératif d'informer les autorités, alors c'est le CNIL ou en Suisse le préposé fédéral, s'il y a des vols de données, donc de votre base de données. Donc, dans les 72 heures, vous devez signaler s'il y a eu un vol, un piratage, un hack. C'est vraiment sous peine de sanction. Mieux vaut le dire, bon, voilà, vous avez mis en place tout ce qu'il faut, mais il y a eu quand même un vol, hein, ça peut arriver. Dès le moment où vous pouvez démontrer que vous avez mis en place avant tout ce qu'il faut pour protéger les données, qu'elles sont sécurisées ou encryptées ou autres, mais par contre c'est important de le signaler s'il y a une fuite de données. Certains organismes doivent également tenir un registre des traitements. C'est plus compliqué, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais là c'est vraiment d'expliquer les données, comment elles rentrent, comment elles sortent, où elles vont, qui en a accès, etc. Et là c'est pour des entreprises de plus de 250 personnes ou si ce traitement porte sur des données sensibles. Alors c'est quoi les données sensibles? La question arrive. C'est par exemple des données où on obtient d'origine raciale, ethnique, opinion politique, philosophique, religieux ou autre, de santé évidemment,
orientation sexuelle, des informations génétiques, biométriques, infractions ou condamnations pénales, et même le régime alimentaire, une donnée sensible. Dans le cadre de ce règlement, il vous faudra également désigner un délégué à la protection des données, qui est appelé DPO en anglais. Comme il y a le CFO, CEO, il y a un DPO, un Data Protection Officer. Dans quel cas, si vous êtes un organisme public, alors là c'est dans tous les cas, il faut désigner un DPO, ou si votre activité de base vous amène à réaliser vraiment un suivi très régulier de données de personnes, par exemple une agence de marketing, ce jour-là, ou à grande échelle des données sensibles. Donc dans ces deux cas-là, il faut vraiment nommer un DPO officiel qui sera en relation après avec l'organisme, la CNIL ou autre, et qui sera déclaré officiellement. Par contre, bon, même si ce n'est pas obligatoire, dans tous les cas, ça serait bien quand même de désigner quelqu'un dans l'entreprise qui soit responsable de ça et pas que ce soit éparpillé, c'est-à-dire avoir quand même un relais et de pouvoir toujours se retourner vers lui pour savoir où on est le traitement des informations. Par exemple, le CRR, on va devoir se conformer. Je viens de après, mais effectivement, les associations, on a déjà une association qui nous a posé la question il y a 2 jours. À partir du 25 mai, pour toute action marketing, là on commence à toucher la problématique du marketing, c'est quoi l'incidence là-dedans? Et ça va tous nous concerner. À partir du 25 mai, pour toute action de marketing, emailing, formulaire de capture sur les sites internet, profilage ou autre, un consentement libre, spécifique, éclairé, univoque sera obligatoire. C'est clairement comme ça qu'il le signale, on va voir un petit peu à quoi ça correspond. Mais je veux dire, c'est plus question d'envoyer un emailing d'une liste qui est tombée du camion. Là, ça va être très compliqué. À partir du 25, du 26, ça doit être avant, du 25, on ne pourra plus le faire. En résumé, l'utilisateur, donc la personne concernée par ces données, doit savoir précisément comment ces données vont être utilisées. Pour une newsletter, c'est pour une newsletter. Si c'est pour le commercial, c'est du commercial. Il faudra vraiment préciser, on va voir tout à l'heure des exemples. Pouvoir consulter les politiques de confidentialité et des conditions générales, donc il va toujours pouvoir consulter ça. Possibilité de se désinscrire à tout moment ou modifier ses informations. Il faut qu'il ait accès à ça. Il va falloir s'équiper d'outils pour ça. Du côté vendeur, fournisseur, il doit s'engager à recueillir le consentement de la personne, conserver la preuve du consentement, donc il faut historiser ça. Il va falloir informer la personne concernée de ses droits, c'est des mentions qu'on va mettre dans les formulaires par exemple, et sécuriser le transfert des données personnelles, ça il faut que ça soit effectivement sécurisé. Quelques exemples de formulaires de capture, des sites qu'il faudra faire. Prenons ça, inscrivez-vous à notre newsletter, dans une adresse email. D'ailleurs, c'est le minimum, c'est l'adresse email. On n'a pas besoin de demander le pédigré, nom, prénom, adresse, etc. C'est pour un newsletter. Donc, ce qui est recommandé, c'est de demander le minimum de données pour lequel l'objectif est visé. Ici, c'est conforme parce qu'on va clairement dire que c'est pour envoyer une newsletter. Et puis, ici, voilà, on va mettre la petite mention qui explique que c'est pour recevoir chaque semaine nos derniers articles, etc. C'est vraiment pour une action très précise. Vous ne pouvez pas utiliser ces données pour faire autre chose. Lui envoyer du marketing à côté. C'est que pour ça. Par exemple, ici, une mention qui n'est pas conforme, c'est qu'il y a à peu près la même phrase, mais il y a en plus ainsi que des publicités de nos partenaires, etc. Ça c'est pas autorisé. Ce qu'il faudra faire, c'est ça. Vous acceptez, il faut que ça soit vraiment cochable et que la personne puisse cocher. Donc, vous acceptez de recevoir un article et puis vous acceptez de recevoir les publicités. Il peut choisir, il a le droit de choisir. Donc ça, c'est conforme. Ça, c'est pas possible de précocher une case. On la précoche pour lui et puis c'est bon, ça c'est interdit. Et ça, encore moins, cocher cette case pour refuser de recevoir des promotions par email. Donc les doubles négations, là, ça ne va pas faire. Et ça sera interdit. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que le consentement de l'internaute doit être maintenant clairement demandé. Il doit être informé de l'usage ou des usages que vous allez faire de ces données. En cas d'usage multiple, il doit pouvoir choisir. Et puis, c'est la fin, effectivement, des cases précochées et des formulaires trompeurs. Et il faut conserver la preuve de ce consentement. C'est pas, si vous utilisez une messagerie traditionnelle, c'est un petit peu difficile de voir qu'il a accepté, d'utiliser des outils
Parce qu'à un moment donné, s'il y a un plan, il va falloir pouvoir ressortir qu'à telle date, cette personne, elle a coché la case et puis elle a accepté. Si on veut aller plus loin et être vraiment sûr, on fait ce qu'on appelle du double opt-in, c'est-à-dire qu'on va lui demander une confirmation qu'il s'est bien inscrit à la newsletter pour éviter que quelqu'un d'autre l'inscrive. C'est pas obligatoire pour l'instant, mais disons qu'il va falloir quand même prouver quand est-ce qu'il s'est inscrit et que la personne puisse se désinscrire. Si jamais il dit non, non, c'était pas moi, mais il peut se désinscrire pour moi. Alors maintenant, il vous reste à reprendre l'ensemble de vos listes de données, de fichiers, d'adresses, et puis de vérifier si elles sont conformes, si vous avez bien obtenu le consentement de ces personnes pour une mission bien particulière, envoyer une newsletter ou recevoir d'autres choses, ou d'utiliser, j'ai mis des exemples là, vous connaissez certainement ces produits, qui sont des produits qui vous permettent de faire du emailing, mais effectivement aussi avec des formulaires conformes, avec les cases, etc. Et ça trace l'enregistrement des gens. Ils peuvent se désinscrire également ou modifier leurs données. Et il va falloir passer par des outils comme ça. Et cela, il va falloir le faire d'ici le 25 mai prochain. Donc, il reste peu de temps. Alors bon, c'est clair qu'il y a plein de gens qui ne sont pas à jour. Ça va être un petit peu la panique. Là, on a déjà plein de gens qui nous appellent. Le problème, c'est qu'on n'arrivera pas à faire tout en même temps. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on délivre des attestations pour dire que le client est en train de se mettre en conformité. Il est dans la démarche de mise en conformité. Ça peut aider s'il est embêté. C'est toujours mieux de prouver qu'on est en train de faire quelque chose et qu'on a quelqu'un qui s'occupe de ça. Donc là, on délivre des attestations, puis on fait attendre. Quoi. Je veux dire, à un moment donné, on prend après l'autre. Voilà, bon. Mais donc, le problème, c'est que ça arrive tout en même temps. Là. On a eu cette semaine plusieurs appels, associations justement, qui gèrent 200 et quelques membres, et ils sont tout paniqués parce qu'il faut aussi que les données soient stockées de manière encryptée, backupées. Voilà, il faut aussi démontrer ce genre de choses. Donc voilà, je ne vais pas passer trop de temps. Il y a beaucoup de documentation qui existe. Vous voyez, c'est sur les sites français, européens, si vous voulez, en toutes les langues, vous allez dans l'Europe, il y a partout. La Suisse aussi, clairement, c'est pris sur le site suisse, préposé fédéral à la liberté et la transparence. Donc vous pouvez vous renseigner, mais c'est beaucoup de documentation. Que mon collègue, on a passé 2 semaines à lire tout ça, on a passé des formations, 28 heures de formation. C'est beaucoup. Donc effectivement, on est là aussi, c'est pour vous aider s'il y a besoin. C'est sur quel site? C'est sur le site de la Confédération? Oui, je peux vous donner les liens. Je vous enverrai, quand je vous enverrai la présentation, je vous rajouterai les liens où vous pouvez trouver ces informations et ces documents. Et puis sinon, sur notre site aussi, on a fait une rubrique spécialement RGPD. Il y a même un petit test, un petit quiz qui vous permet de voir si vous avez bien compris ce que c'est ce règlement. Mais ça va pas être simple. On est en train de développer des offres qui seront justement des offres un peu allégées pour les PME. Il faudra quand même qu'ils fassent le boulot, mais je au moins avec un guide. Il y a beaucoup de choses qui existent sur le web. Voilà, je ne vais pas passer plus de temps. Si vous avez des questions, peut-être tout à la fin des séances, on peut encore répondre avant le cocktail. D'accord? Très bien. Alors, mais par contre, devant ces nouvelles contraintes, parce que c'est des contraintes quand même qu'on va avoir là, en complément, utiliser plus que jamais le social selling, finalement, c'est une bonne transition. Mais je veux dire, aujourd'hui, pour communiquer, ça va être compliqué avec toutes ces listes d'adresses tombées du camion. Vous n'allez plus pouvoir envoyer des emailings si les gens n'ont pas consenti sous risque de plainte, et ça va tomber. Parce que les gens ils vont faire un malin plaisir de porter plainte, dommages et intérêts, etc. Parce que les amendes sont très salées au niveau de l'Europe. C'est 4% du chiffre d'affaires mondial de la société ou 20 millions. Et c'est le montant le plus élevé qui sera pris. Mais bon, avant ça, voilà, il y a d'autres choses qui vont faire, mais ça risque d'être salé. Est-ce que ça concerne aussi tout ce qui est phoning, appel téléphonique? Ça dépend. Ce que vous faites téléphonique, si vous récoltez des informations au moment où vous faites des appels téléphoniques, vous récoltez des informations, oui, mais si vous les stockez. Mais c'était quoi le... C'est les campagnes de télémarketing, par exemple, où on démarche des clients par téléphone. Alors, du côté de la société qui va faire cette démarche, oui, qui va appeler, effectivement, là, les sociétés de télémarketing, même les sociétés qui vendent des adresses aujourd'hui, on n'a pas le droit de vendre des adresses sans le consentement de la personne. Elle n'a pas le droit non plus d'en acheter. Donc ça va être compliqué, je ne sais pas comment ils vont faire, mais ces sociétés qui vivent de ça et qui vivent de vendre des adresses, ça va être fini. Moi, c'est très longtemps qu'on n'a pas le droit de vendre des adresses. Oui, donc les sanctions... Par exemple, tu commandes un billet pour un spectacle. Oui. Tu dois créer un compte.
Donc tu donnes des données. Oui, mais c'est une démarche voilà, qui est pour acheter, pour commander, et, Voilà. et le fournisseur va conserver ces données pour cette action qui est Voilà. la vente de ce produit. Mais il D'accord. ne veut pas en faire autre chose. Il ne veut pas t'envoyer de la publicité à côté. Les deux font. Et sinon, tu te plains. Mais tu te plains. Si À partir t'as du coché la 25 case. mai, à partir du 25 mai, tu peux te plaindre. Cocher le cas à cocher, ça va être Bon, on va prendre tout à l'heure, on va laisser la place à Pierre pour la suite. Merci pour votre attention en tout cas.